Culture et esthétique africaine à l'heure de l'affirmation, les regards des philosophes Jean-Luc Akaevi, Alpha Amadoussi et des écrivains Pabé Mongo et Eugène Ebodé. Jean-Luc Akaevi, bonjour. Bonjour, très chère Denise. Comment a évolué le discours métaphysique et esthétique sur l'art africain ? L'Occident et l'Afrique ont, par rapport à ces objets, une attitude différente. L'Occident les définit, alors qu'en Afrique, on se définit par rapport à ces objets. Il faut dire qu'avant le 20e, le 19e siècle, il y a eu un rapport de réciprocité esthétique, j'allais dire même métaphysique, entre l'Occident et l'Afrique, particulièrement à la fin du Moyen Âge, mais surtout pendant la Renaissance. Pendant la Renaissance, il y a eu comme une espèce de dialogue, réciproque entre la contemplation esthétique occidentale et la contemplation esthétique négro-africaine. Il y a là quelque chose qui était tout à fait fascinant, que ce soit du point de vue de la perspective dégagée par l'art renaissant, que ce soit la peinture italienne, que ce soit les Flamands, les Flamands hollandais, que ce soit du côté de l'Afrique, les objets qui ont été trouvés en Occident pendant la Renaissance, il y avait une espèce de contemporanéité entre ces deux esthétiques. On pourrait dire ces deux philosophies. Et donc, ce n'est qu'après, sûrement à cause de la traite et de l'esclavage du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, qui a fait que le rapport entre l'Occident et l'Afrique a complètement changé. Mais comment peut-on comprendre que Picasso affirme qu'il n'y a pas d'art nègre alors que cet art fut pour lui une source d'inspiration et que pas pour lui seul, pour bien d'autres artistes? C'est une boutade. Picasso, au musée du Trocadéro, il arrive, il voit ces objets africains, il est ébloui, il est fasciné, il est complètement, vraiment scotché, pour parler comme aujourd'hui. Il est complètement scotché par ces objets. Il revient, il repart, il tressaillit. Il dit, c'est pas possible. Un nègre ne connaît pas. Donc, c'est une boutade. Mais comme disait Jean-Paul, comme disait Léopold Sédar Senghor, un de ses amis espagnols, mais il n'y a pas plus nègre que Picasso dans la fabrication de son art. Jusqu'ici, l'esthétique africaine a toujours été nommée et jugée par les autres. Qu'est-ce qui va changer désormais? Mais ce qui va changer, nous allons parler de nous-mêmes. Ce qui va changer, c'est parler de notre identité. Ce qui va changer, c'est essayer d'en parler sans nous confiner dans un passé et de nous ouvrir aux autres. Et ce qui m'a séduit dans l'œuvre de Sembène Ousmane comme dans l'œuvre de Kaldou Kassé, c'est de partir du local, de partir du Sénégal, de la colonie du Sénégal, pour s'ouvrir aux autres. Et évidemment, là, on est dans un binôme très cher à Senghor, à savoir enracinement et ouverture. Donc, l'élément nouveau, c'est ne pas dire on a une esthétique, on a une philosophie, on a une démocratie, non. Le problème, c'est d'être dans l'échange et dans le débat. Dans le débat qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limite raciale, mais qui est un débat pour l'humain. Et qu'est-ce qui vous a motivé sur le choix de ces deux personnages? Ce qui m'a motivé, je prends le cas de Sembène. Sembène est subjugué par le personnage du griot. Par rapport à quoi? Par rapport à sa capacité à capter l'événement, donc la mémoire, mais aussi par rapport à sa capacité à dire la vérité. On se rappelle un peu des médias nationaux. Dire la vérité en tout lieu et en tout temps. Évidemment, il ne peut pas être un griot, mais en se détournant, en manipulant la littérature d'abord, il essaie d'être le griot moderne. Il s'est rendu compte qu'un griot qui parle français est coupé des masses africaines. Donc, nécessairement, il faut trouver les moyens pour faire passer le message. Et c'est pourquoi il a doublé la littérature avec le cinéma, et pas n'importe quel cinéma, parce que non seulement il y a le cinéma, mais il y a l'usage des langues nationales. Et c'est en cela que Sembène est un immense pionnier. Le débat revient aussi avec Kaldou Kassé,
qui, évidemment, dans ses premiers travaux, est confiné dans le royaume d'enfance, dans le terroir Thiès ou dans le Fouta, mais après, il s'ouvre à la modernité. En quoi faisant? Autoroute de l'information, on en parle. Vous voyez les courriers, vous voyez les cartes mères, vous voyez, il parle de Gorée, donc qui parle de Gorée, parle de mondialisation. Et donc, c'est ce discours qui m'appelait, parce que ce n'est pas un discours passéiste, mais un discours d'avenir, un discours qui s'adresse à l'humain au-delà des réalités confessionnelles, ethniques ou sociologiques. Comment est née cette théorie de la Nolika? Alors, la théorie de la Nolika vient de ce que j'avais revisité, hein, comme tous les chercheurs en littérature, notre passé récent. Et je me suis intéressé à une période particulière de notre littérature pour consulter son esthétique. C'est la période qui va des années 1940, globalement, aux années 1990, c'est-à-dire entre soit 20 ans dans la colonisation et 30 ans dans la post-colonie. C'est une période qui est marquée par la violence. Une violence, la violence coloniale que nous connaissons tous, que nous avons tous décriée, et puis la violence post-coloniale instaurée par les régimes autoritaires, etc. Alors, les auteurs de cette période étaient comme coincés, n'est-ce pas, dans la double nécessité de remettre en cause l'ordre établi, l'ordre existant, mais aussi de se protéger contre cet ordre-là. Et donc, je découvre que sous les appellations de négritude, de littérature de combat, de littérature engagée, les auteurs de cette période ont en réalité construit, consciemment ou non, une esthétique littéraire qui empruntait beaucoup, n'est-ce pas, à l'art et aux techniques des guerrilleros du maquis. Donc, le principe est de se camoufler, bien sûr, dès la vue de l'adversaire, mais en même temps en voyant l'adversaire, en tirant sur lui. Alors, cela m'a surpris. Je découvre qu'il y avait comme une mimésis, n'est-ce pas, de l'art littéraire par rapport à l'art de la guerre. Et j'ai donc exploré et exposé cette esthétique sous le nom de littérature du maquis. Et cette tautologie entre l'art de la guerre et l'art littéraire est observable, je peux dire, dans tous les compartiments, n'est-ce pas, de la physiologie de l'œuvre littéraire. On note que de nombreux écrivains africains ont donné leur lettre de noblesse à la littérature africaine francophone en remportant des prix prestigieux. Tout ça s'inscrit également dans la nouvelle littérature africaine et pas seulement camerounaise? Mais en fait, notre vision et notre espace, c'est l'espace africain. Je n'en donnerai la preuve que j'ai professé la même théorie et j'en ai donné une communication tout récemment, c'était au mois de juillet, n'est-ce pas, à Rabat, au cours d'une grande célébration africaine de l'esthétique littéraire, de l'esthétique africaine dans tous les genres, notamment dans le genre littéraire. Et la réaction a été extrêmement positive. Des gens découvraient d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'on puisse regarder la littérature de cette façon-là. Donc, il faut promouvoir notre littérature par l'écriture, mais aussi par l'institution littéraire. Il faut qu'on améliore notre institution littéraire. C'est-à-dire que nous créons chez nous nos propres instances, comment dire, de récompense et de valorisation, n'est-ce pas, de notre littérature. Parce que vous allez voir que les auteurs africains sont boulimiques, n'est-ce pas, des prix littéraires et grandent les prix littéraires à travers le monde. Ils sont très conquérants. Mais en Afrique, nous n'avons pas ces instances-là. Eugène Ebodé, vous dirigez depuis 1 an la chaire des littératures et des arts africains logée au sein de l'Académie royale à Rabat. Pour quelles raisons le décloisonnement des littératures, des héritages linguistiques et historiques est-il si crucial aujourd'hui? Il est crucial parce que l'Académie du Royaume du Maroc, en 2015, a souhaité réunir les intellectuels africains autour d'une idée, l'Afrique comme horizon de pensée.
Et à l'occasion de ces rencontres, plusieurs contributions et réflexions ont abouti à l'idée que les littératures africaines étaient surtout vues, exposées, voire écrites à l'extérieur du continent, et qu'elles étaient le fruit des écrivains africains, soit issus de la diaspora classique, ou alors qui avaient un lien avec leurs parents, avec le continent lui-même, et que les espaces de consécration de cette littérature étaient aussi situés en Occident. Il fallait donc trouver un mécanisme qui puisse accélérer la circulation des œuvres, donner le sentiment aux Africains qu'ils se réappropriaient ce qui était leurs imaginaires dispersés et un horizon qui était commun. Voilà l'idée qui a abouti à la création de la chaire des littératures et des arts africains, qui a été une pensée, une construction, une vision de l'Académie du Royaume du Maroc que dirige le professeur Abdeljalil Lajomri, auquel je dis merci. Et c'est ce qui aussi a milité en faveur de la désignation de Rabat comme capitale africaine de la culture. Vous l'avez dit, l'inspiration, le mot d'ordre, la vision pour une Afrique rehaussée, redynamisée par ses cultures, a donc concouru à développer le concept de diplomatie culturelle. Et celui-ci est mis en œuvre par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans cette mission, et qui a pensé que les cultures africaines étaient une formidable locomotive qui pouvait mettre entre parenthèses les clivages des années 62 qui ont concouru à fabriquer deux visions de l'Afrique, l'une qui était portée par ce qu'on a appelé le groupe de Casablanca, lequel estimait que les frontières issues de la colonisation, vous voyez, pouvaient être remises en cause, et l'autre, qui n'était pas adversaire, mais qui représentait une option différente, le groupe de Casablanca, de Monrovia, pardon, qui ne souhaitait pas que ces frontières soient revues. Dictée, je suppose, par l'idée que remettre en cause les frontières était un accélérateur de la dispute, de la division et de la guerre.